Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Aide publique pour faire des économies, comment accompagner des publics en situation de vulnérabilité, que ce soit vulnérabilité numérique, financière ou autre. Les aides publiques, on y a tous droit. C'est une question d'accès aux droits. Cependant, on voit que c'est difficile d'y accéder. C'est difficile de faire les démarches qui prennent du temps. Certaines démarches se font exclusivement en ligne, se font de manière hybride et en ligne et papier. Aujourd'hui, on va vous présenter justement le concept d'aide publique pour que vous compreniez aussi un petit peu dans quel écosystème on assure un accompagnement. Et ça se présente en trois grandes parties, hein. D'abord, on va parler des aides publiques, le concept d'aide publique. On va voir comment se font toutes les aides sociales. On va aussi regarder le concept de prime de subside auquel on peut faire appel. Je vais vous présenter aussi quelques outils pour votre accompagnement, vous en tant que professionnel ou bénévole qui accompagnez des personnes éloignées du numérique en situation de fragilité sociale, de santé ou autre, qui souhaiteraient justement faire appel à ces aides publiques. Quelles astuces nous pouvons vous donner dans un contexte d'inclusion numérique? Et surtout, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des expériences à partager, je vous invite premièrement à utiliser le chat. Et je vois qu'une grande partie a déjà trouvé le chemin du chat. Je vous en remercie. Posez vos questions là, je les parcourrai en fin de webinaire. Sinon, gardez-les pour la fin de la présentation et j'y répondrai dans la mesure de mes connaissances et compétences très volontiers en fin de webinaire. Première question, et elle s'adresse à vous pour savoir un petit peu qui y a dans l'audience aujourd'hui. Euh, Répondez par 0, 1 ou 2. Est-ce que vous êtes plutôt des personnes qui accompagnaient des, euh, des personnes sur des questions numériques? Est-ce que vous accompagnez plutôt sur des questions financières ou budgétaires? Zéro, vous n'accompagnez sur ni l'un ni l'autre. Vous pouvez dire que c'est et un et deux. Euh, voilà, je vais regarder les réponses rapidement. Un et 2. Je vois beaucoup de un et 2, 1, 2, 1 la plupart du temps, mais parfois 2 aussi, et beaucoup de un. Donc, principalement l'accompagnement numérique et voilà, une petite partie qui fait, enfin, une plus petite partie, c'est pas une petite partie, qui fait aussi de l'accompagnement euh, euh, budgétaire. Ok, merci beaucoup. Alors, mon objectif aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est d'expliquer le contexte dans lequel s'intègre notre accompagnement et numérique et budgétaire. Ceux qui assurent un accompagnement numérique, vous l'aurez vraisemblablement déjà senti, hein. On vous pose beaucoup de questions liées à l'administration, liées aux aides publiques, auxquelles vous n'avez pas nécessairement la réponse. Et à l'inverse, les personnes qui assurent un accompagnement social ou budgétaire, on vous demande aussi de faire beaucoup de démarches en ligne, dont ça n'est peut-être pas nécessairement votre métier. Ou encore vous vous trouvez un petit peu dans une situation hybride. On va aborder justement tout ça aujourd'hui. Dans un vaste contexte de bons plans du numérique, ça rentre dans le cadre d'un projet qu'on porte, financé par le service fédéral euh, de, d'économie, le SPF Économie, pour justement aider les personnes éloignées du numérique à augmenter leur pouvoir d'achat, faire des économies, optimiser leur portefeuille
trouver les synonymes que vous voulez, en tout cas pour s'assurer que tout le monde puisse vivre dignement en Belgique et que le numérique ne soit plus un frein là-dedans. On a parlé dans le précédent webinaire des bons plans, hein, beaucoup d'e-commerce. On a évoqué aussi la question de l'économie collaborative. Quelles sont les plateformes qu'on peut utiliser pour justement faire des économies? On vous a présenté quelques outils dans ce sens-là aussi. Aujourd'hui, on va aborder la question des aides publiques, puisque le gouvernement, au sens large, et les gouvernements même, proposent quand même beaucoup d'aides pour les citoyens, peu importe leur situation, et avec quelques filets de sauvetage par ailleurs aussi. Comme élément de contexte, il est important pour tout le monde de savoir qu'on parle d'inclusion numérique et d'inclusion financière. Et donc, en termes d'inclusion numérique, il faut savoir une grande partie de la population, 41% de la population, d'après les derniers chiffres de l'Office national des statistiques, Stadbel est en situation de vulnérabilité numérique. Ça veut dire qu'ils ne disposent pas des compétences de base pour être autonomes sur le numérique et ne pourront pas faire toutes leurs démarches en ligne. Et ça pose problème, surtout quand on parle d'accès aux droits. Si je n'ai pas les compétences pour remplir un formulaire en ligne pour demander telle ou telle prime, si je n'ai pas ITMI pour me connecter à telle plateforme régionale pour demander un subside, si j'ai du retard dans un paiement parce que je n'ai pas un PC banking ou que je n'arrive pas à faire une démarche, ça pose un réel problème social. Et donc, 41% de la population entre 16 et 74 ans se trouve dans cette situation, ce qui est non négligeable. Et donc, tout l'intérêt d'assurer un accompagnement numérique d'une part. D'autre part, deuxième élément de contexte, c'est la situation de pauvreté. Et il y a euh, il y a différentes façons de mesurer la pauvreté. En tout cas, en Belgique, on peut dire qu'il y a 13% qui est à risque de pauvreté, 13,2 pour être précis, et on voit que ce sont des groupes cibles qui sont assez transverses. Il n'y en a pas un qui sort du lot. On ne peut pas dire ce sont que des seniors, ce sont que des chômeurs, ce sont que des personnes issues des migrations. Il y a énormément de nuances dans les personnes qui sont à risque de pauvreté, les personnes qui sont locatrices d'un logement, maison ou appartement, par exemple, 26% de risque de pauvreté. Les personnes seules, ça se situe entre 15 et 20%. Les personnes qui sont au chômage, aussi 41%. Les personnes issues des migrations en dehors de l'Europe ou en dehors de la Belgique, vous voyez que ça, c'est 31 ou proche de 20%. C'est important à savoir parce que on accompagne des personnes qui cumulent parfois aussi ces différentes formes de vulnérabilité. On peut être et dans une situation de famille monoparentale, plus au chômage, ou avoir un niveau d'éducation faible. Et tout ça fait que des personnes sont plus vulnérables. Maintenant, deuxième élément, c'est que et je vais vous expliquer un petit peu le fond de ces données-ci, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des transferts sociaux, et donc ce sont toutes ces aides publiques qui aident les personnes les plus vulnérables et comment nos institutions belges et régionales, communales, nous aident justement à répondre à ces différentes formes de pauvreté. Ici, on parle de pauvreté monétaire, et ce qu'on appelle un transfert social, c'est notamment l'allocation de chômage, différentes autres formes d'allocation, pension par exemple aussi. Il y a avant toute aide sociale, étatique, gouvernementale, publique, il y a 42% de la population qui est à risque de pauvreté, tandis que si on retire de ces 42%
la part des pensions, ben, on réduit déjà le risque de pauvreté à 25%. Donc ça veut dire que la, la- le fait d'allouer des pensions aux personnes vulnérables, personnes âgées, amortit quand même déjà fortement la pauvreté. Et puis si, non, si on n'avait pas les pensions, ce serait 25%. Et puis après tout transfert social, ça ne fait plus que 12,3% de la population. Et donc, pour ces 12,3% de risque de pauvreté monétaire, il y a toujours d'autres systèmes, d'autres filets de sauvetage qui viendront aider. Ça reste beaucoup, hein, 12% de la population. Euh, c'est toujours moins que si l'État ne faisait rien du tout. Maintenant, en guise de préambule, je me permets aussi de glisser que je ne fais pas forcément la publicité de l'état du système dans lequel on travaille. En tout cas, je suis là pour exposer comment ça fonctionne et que dans nos discussions plus tard peut-être, on ait un socle commun, qu'on se mette d'accord sur qui fait quoi et comment ça se passe. Je pense que dans l'accompagnement numérique, c'est important de l'aborder et de savoir ce qui existe. En termes d'aide sociale, il y a beaucoup d'institutions qui interviennent. On peut, euh, on peut distinguer trois niveaux d'intervention. Il y a un premier réseau qui est le réseau primaire, c'est tout ce qui est quasi automatiquement attribué. Ce sont toutes les aides auxquelles on peut faire appel. Il y a un réseau secondaire qui est le filet de sauvetage. Ce sont les différents réseaux de filets de sauvetage. Et puis l'extension du réseau, qui n'est pas tout à fait un réseau tertiaire, qui couvre aussi et qui cofinance aussi le réseau primaire et secondaire et qui aide les personnes vulnérables aussi à sortir de certaines situations de précarité sociale, financière, même numérique. Euh, Ce qui est important à savoir, c'est que le réseau primaire est vraiment le noyau dur de l'aide sociale, tandis que les réseaux secondaires, dans un monde idéal, ne devraient pas exister ou devraient avoir un minimum de travail. On se rend compte malheureusement que le réseau primaire ne suffit pas toujours. Il y a des personnes qui passent par les mailles du filet, qui ont toujours beaucoup de difficultés, qui sont à ce moment-là repris par le réseau secondaire. Pour être plus précis dans ce que je dis, le réseau primaire, ce sont par exemple tous les acteurs liés à l'emploi. Hein, vous voyez l'ONEM, le SPF emploi, qui assure de l'aide et qui redistribue les allocations de chômage. Et donc, si vous êtes mis à la porte ou si vous n'avez plus à la porte de votre travail ou si vous n'avez plus de travail pour une raison X, Y ou Z, vous avez droit à un chômage. Et donc, le réseau primaire sert justement à aider toutes ces personnes. Il y a la sécurité sociale qui distribue aussi beaucoup d'argent aux personnes vulnérables. Le service public intégration sociale. Il y a l'INAMI, donc assurance maladie et invalidité, qui intervient beaucoup, ne serait-ce que dans nos soins de santé euh, qui amortit une partie des frais de médecine ou des médicaments qu'on achète en pharmacie. Et donc, il y a déjà de base beaucoup de choses qui sont faites. C'est important de le savoir, c'est important de se le dire. Et on peut, de facto, en tant que citoyen belge, y faire appel. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Et donc, c'est à notre sens important de le savoir. Si ce n'est que, même si c'est un droit un, un droit auquel on peut faire appel, hein, qu'on peut demander d'avoir un rendez-vous chez un médecin et qu'on peut se rendre dans une pharmacie, après, il y a toutes les difficultés d'accompagnement et d'utilisation du numérique pour prendre un rendez-vous, pour avoir accès à l'information, etc. Donc ça, c'est une autre dimension. En tout cas, ici, je tenais à vous présenter les différentes couches d'aide sociale.
La deuxième couche, ce sont les réseaux secondaires qui, en fait, servent de filet de sauvetage avec en premier lieu, parce que beaucoup d'actions, beaucoup de choses dépendent de cette institution, ce sont les CPAS, les centres publics d'action sociale, qui vont servir de filet de sauvetage pour les personnes qui, pour des raisons diverses et variées, des parcours de vie plus difficiles que pour d'autres, n'ont pas réussi à faire appel à certaines aides et font de ce fait appel à l'aide sociale du CPS. Et on voit aussi qu'il y a d'autres réseaux, caisses de vacances, accidents du travail, le fonds de sécurité d'existence, le réseau d'organismes assureurs et mutualité, c'est un deuxième réseau. Tout le monde a droit à une mutuelle. Il y a une mutuelle de base et puis il y a des réseaux privés, les socialistes, les chrétiens, publics. Voilà, il y a différentes euh, mutuelles en Belgique auxquelles on peut faire appel. C'est un réseau secondaire puisque ça n'est pas directement organisé par l'État, en tout cas pour dire qu'il y a un filet de sauvetage par rapport au réseau primaire. Et puis il y a dans l'extension du réseau les régions, les communautés qui, en Belgique, ça c'est une subtilité, parfois s'entrecoupent, parfois pas, hein, qui euh, qui assure par exemple tout ce qui est lié à la formation, l'emploi, l'enseignement aussi, l'enseignement qui jusqu'à la fin des secondaires euh, est gratuit pour l'enseignement public, l'enseignement supérieur qui est fortement subsidié, et donc c'est une extension du réseau, ça n'aide pas directement les personnes vulnérables. Par contre, je reviens à quelques slides précédents, on a vu que le niveau de diplôme et l'accès à l'emploi pose problème ou est un risque de vulnérabilité ou de pauvreté monétaire. Et donc, l'emploi, la formation, l'enseignement supérieur sont quand même des éléments qui contribuent justement aux aides sociales. Et donc, c'est important de prendre ça en considération aussi. Vous voyez que ce réseau est assez vaste. Et donc, il est important de savoir à quel niveau on se situe, à quel niveau on va faire appel et quelles aides on peut demander. Le revenu d'intégration sociale est un revenu auquel des personnes qui, qui sont les plus en, en difficulté peuvent faire appel sous certaines conditions. Ce sont les CPS qui sont principalement euh, les, les- les institutions qui distribuent ce revenu d'intégration sociale, RIS, euh, parfois juste RI, revenu d'intégration, à savoir que c'est un revenu qui n'est alloué qu'en dernier recours quand on a épuisé tous les autres systèmes, ou qu'on a épuisé tous nos autres droits, chômage, pension, autres revenus suffisants. Et il y a vraiment une question de suffisance. Si nos revenus ne sont plus suffisants pour avoir une vie digne, normale, eh ben, à ce moment-là, le CPS, suite à un audit, va pouvoir accorder ou non un revenu d'intégration sociale. Si le CPS dit, mais telle personne euh, dispose de revenus voilà, structurels ou à tel revenu mensuel qui permet de vivre dignement et justement de ne pas tomber dans la pauvreté, à ce moment-là, même si la personne n'est pas au chômage, n'a pas de pension, n'a pas de revenus de l'État, le CPS serait en possibilité de le refuser. Euh, le revenu d'intégration sociale n'est pas le seul revenu n'est pas la seule forme d'aide du CPS. Euh, le CPS peut avancer parfois de l'argent, par exemple, avancer une allocation de chômage juste le temps euh, de, de- de débloquer une situation,
que le bénéficiaire, le ou la bénéficiaire, devra se rembourser dès que la personne aura les revenus nécessaires, l'argent nécessaire, des aides en nature, des colis alimentaires, aides au chauffage, distribution de fournitures scolaires, etc. Servir de boîte postale pour les sans-abri, des aides administratives, aides à la culture, aides psychosociales, aides médicales aussi, et donc sont d'autres aides proposées par le CPS. Euh, Voilà. Donc, en tout cas, le revenu d'intégration sociale, retenez que c'est un revenu en dernier recours qui sert de filet de sauvetage vraiment si on a épuisé tous les autres euh, revenus auxquels on pourrait avoir droit. Il existe aussi des allocations de remplacement de revenus. Si, par exemple, en situation de handicap, on a euh, du fait de notre handicap, on n'a pas accès à un revenu complet et que notre handicap fait que ben, on a droit qu'à un certain pourcentage de notre revenu. Il y a une allocation qui vient compléter ce revenu et c'est entre 0 et 100% en fonction justement du degré de handicap et le degré de remplacement nécessaire. Il existe sur le site du SPF Sécurité sociale un simulateur. C'est un tableau Excel que vous pouvez utiliser pour justement calculer euh, le, le revenu. Ça reste une simulation, ce ne seront pas les chiffres définitifs. Et il existe aussi une application My Handicap avec un manuel d'utilisation. Je vous l'ai mis dans le slide parce que c'est assez rare que pour être souligné, il existe un manuel d'utilisation pour les personnes en situation de handicap qui doivent utiliser une application via laquelle vous pouvez faire quelques demandes. Et donc, si vous, dans votre accompagnement, vous avez des personnes euh, handicapées qui souhaitent l'utiliser, je vous encourage vivement à consulter ce manuel d'utilisation. Ici, cette allocation de remplacement de revenus est encore une illustration qu'il existe des aides structurelles, si besoin, pour les personnes qui auront du mal à le demander. Et peut-être que vous n'êtes pas vous concerné tout de suite vis-à-vis de vos bénéficiaires. En tout cas, sachez que il existe des aides et ça vaut la peine de creuser justement les différentes allocations auxquelles on a droit. Le chômage, on l'a vu, est un facteur assez déterminant pour le risque de pauvreté monétaire. L'accès à la formation répond aussi en partie à la question du chômage. Et donc, ici, je vous mets un petit peu un schéma assez linéaire et caricaturé d'une situation d'emploi, en tout cas pour vous encourager vos bénéficiaires à se former, y compris sur les compétences numériques de base, et à certifier aussi toutes les compétences dont dont les personnes disposent pour justement plus facilement accéder à l'emploi. Emploi égale revenu. C'est assez, c'est assez, c'est un raccourci assez simple, mais pourtant véridique. Euh, L'emploi rapporte quand même plus que le chômage, et donc si c'est une question de pauvreté monétaire et de renforcer le pouvoir d'achat, bah forcément l'emploi aide et la formation aide à l'emploi. Vous voyez ici, vous reconnaissez certainement quelques logos, Flandre, Wallonie, Bruxelles, qui aident justement à donner des formations aux personnes les plus vulnérables. Certaines formations sont gratuites, financées par les gouvernements, soit fédéraux, soit le gouvernement fédéral, soit les gouvernements régionaux. La commune aide dans certains cas aussi en mettant des locaux à disposition, finançant ou cofinançant certains,
certaines formations, les EPN, et je ne doute pas qu'une partie des participants au webinaire aujourd'hui soient justement animateurs ou animatrices d'EPN, vous reconnaissez dans l'importance de donner des formations, faire monter les personnes en compétences numériques, mais autres compétences aussi, pour viser l'autonomie numérique. Certains organismes certifient aussi les compétences acquises, et ça peut être des compétences basses, intermédiaires ou avancées. Et donc, j'encourage vraiment tout le monde euh, à suivre des formations et de promouvoir la formation auprès de ses bénéficiaires pour justement pouvoir les valoriser sur le marché de l'emploi. Une question qui nous intéresse fortement aujourd'hui aussi, c'est qu'au-delà de toutes ces aides structurelles qui existent, tous les dispositifs d'allocation, de chômage, d'aide à l'emploi, de revenus d'intégration sociale, de- d'allocation de revenus de remplacement, tout ça, c'est évidemment très bien et tant mieux, ça fait de la Belgique quand même un pays où on a une garantie de pouvoir subvenir à nos besoins grâce à toutes ces aides. C'est quand même assez bien, ça mérite d'être souligné. C'est une chose, et je dis pas que le système est parfait ou est toujours perfectible. En tout cas, ça fonctionne dans une certaine mesure et on peut s'appuyer dessus. Pour les CPS qui sont présents dans l'Assemblée aujourd'hui, j'en profite aussi pour saluer tous les efforts que vous faites vis-à-vis de vos bénéficiaires. C'est pas à moi de vous expliquer votre métier, en tout cas, de le valoriser au même titre que le travail des EPN. C'est un travail qu'on doit faire conjointement, tant sur la formation, l'accompagnement social, budgétaire. Donc, bravo à toutes et tous de faire ça. On peut aller un cran plus loin, c'est que suivant certaines législatures, les gouvernements, et j'insiste sur le pluriel des gouvernements, au niveau fédéral ou régional, parfois provincial, accorde aussi certaines primes et subsides. Et là, ça devient intéressant pour nous en tant qu'accompagnateurs ou accompagnatrices sur le numérique parce que ces primes sont parfois méconnues du public. Et pour y accéder, il faut avoir des compétences numériques, faut avoir connaissance. C'est parfois dans un jargon complexe. Il existe des sites qui recensent tout ça. Je les parcours avec vous. Et sachez qu'une prime est parfois limitée dans le temps. J'aurai un exemple à vous montrer. Et donc, en ça, elle se distingue vraiment d'une aide sociale structurelle et intemporelle. Voilà, donc distinguez bien aide sociale, par exemple le chômage, peu importe, peu importe les législatures, le chômage continuera à être donné. Après, il y a des conditions d'accès, etc. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Une prime ou un subside est vraiment figé dans le temps. Et c'est là la nuance importante à apporter. Ce que je vais vous présenter n'est que la pointe de l'iceberg. Je ne vous fais pas l'éventail de toutes les primes et subsides qu'il existe en Belgique. Euh, Par contre, sachez qu'il existe des endroits où vous pouvez vous renseigner et que je vous encourage aussi à aller regarder régulièrement, peut-être pas toutes les semaines ni tous les mois, mais quelles sont de nouvelles primes qui sont ou seraient accordées. Première chose, parce qu'on parle de précarité, sont toutes les aides au logement. Il existe des aides au loyer, des abris d'urgence ou des logements sociaux pour les personnes qui n'auraient pas d'endroit où se loger, s'abriter. Il existe des aides pour tout ce qui est rénovation ou même d'achat immobilier. La plateforme belgium.be recense tout ça d'une part, et je vous invite aussi à cliquer sur les boutons plus d'infos, puisque là, j'ai recensé pour vous
des, des articles qui expliquent aussi justement la différence entre aide au loyer et aide à l'achat immobilier. L'aide au loyer est justement pour les revenus, pour les faibles revenus. Le gouvernement va aider à trouver un logement social, va donner un petit coup de pouce financier si besoin. Il existe des abris d'urgence ou des logements sociaux. Euh, les personnes qui n'ont pas accès à un logement social, parce que malheureusement, structurellement, il n'y a pas assez de logements sociaux pour le nombre de demandeurs de logements sociaux, du coup, ces personnes pourraient bénéficier d'une aide au loyer et du coup être locatrices d'un appartement, d'une maison, d'un logement, euh, en attendant qu'un logement social soit libéré. Et donc ça, ce sont des aides qui sont allouées. En ce qui concerne les rénovations, là, ça bouge beaucoup. On parle beaucoup de rénovation en, grosso modo, en faveur de l'environnement. On parle de rénovation de toiture pour un meilleur isolement, mais ça peut aussi être d'amélioration de conditions de vie. Il existe, je pense à la région bruxelloise, maintenant Rénolution, qui est mis en place par Bruxelles Environnement, si je ne me trompe pas, par exemple, qui donne une prime si on a envie de remplacer ses vitres et ses châssis pour, par exemple, amortir le bruit extérieur et donc améliorer la qualité de vie. Si on a envie d'installer des panneaux photovoltaïques, il y avait des certificats verts, il y en a plus, il y en a de nouveaux. Tout ça sont des primes qui existent, auxquelles on a droit. Euh, et, hum, et je vous invite à vous renseigner sur chacun de ces sujets. En tout cas, je répète, c'est pas mon rôle de vous lister toutes ces aides. En tout cas, d'ouvrir votre scope. Il existe différents types d'aides. On peut y faire appel. Adressez-vous aussi aux différentes administrations. Ça peut être votre commune en disant, tiens, on aimerait faire tel ou tel travaux dans la maison, dans l'appartement, ou même en tant que locataire, j'aimerais faire ceci ou cela. Qu'est-ce que je peux, euh, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les limites des travaux et quelles sont les aides accordées, soit par la commune, soit par la région, ou même au niveau fédéral. Pareil, au niveau de l'achat immobilier, il existe des avantages fiscaux quand on achète un bien. Je trouve ça assez important puisqu'il s'agit de montants assez conséquents. Quand on parle d'économie, c'est pas dans le sens, c'est pas dans le sens un bon plan où justement on va savoir. euh, non, je me suis mal embarqué dans mon explication. Je reprends. On va pouvoir faire des économies dans le sens où si on faisait venir un entrepreneur qui dit les travaux vous coûtent, chiffre fictif, 10 000 euros. Certaines primes, certains subsides disent on vous donne un pourcentage du devis ou de la facture finale et on vous rembourse à ce moment-là euh, le, le, le- le montant, hein, ce pourcentage. Et en ce sens, on fait une économie. Ça n'est pas une économie, c'est ça que je voulais dire au début, dans le sens, c'est un revenu. Une prime n'est pas un revenu dans le sens où tout le monde y a droit. Il faut bien faire la demande pour après avoir soit une réduction sur la facture, avoir un remboursement, avoir une facilité. Il y a des conditions spécifiques. En tout cas, par rapport à un scénario où on le faisait nous-mêmes, on devait tout payer de notre propre poche et sans aide institutionnelle, régionale, fédérale ou communale, eh ben, c'est en ce sens qu'on fait une économie, petite, moyenne ou grande. Et donc, je trouve ça assez important de le savoir. Voilà. En tout cas, le logement, ça peut être assez conséquent. Autre aide, c'est lié à la mobilité. En Wallonie, en région bruxelloise et
suivant les sujets, en Flandre aussi, il existe pour la mobilité certaines aides. En Wallonie, il existe l'éco-malus euh, à l'achat d'une voiture en fonction du taux d'émission CO2 de- du véhicule, un bonus entre 100 et 2 500 euros, ce qui peut être intéressant, surtout quand on a de faibles revenus. C'est là que ça devient intéressant de justement optimiser son capital. Peut-être qu'on a accès à une voiture d'une gamme juste supérieure ou le fait d'acheter une voiture qui pollue moins donne accès à une prime, à un éco-malus de plusieurs centaines d'euros et qui, par ailleurs, va peut-être plus tard aussi donner d'autres avantages. À Bruxelles, c'est pas tant à l'achat d'une voiture, mais c'est plutôt au renoncement d'une voiture. Si vous rendez votre plaque d'immatriculation et que vous n'achetez pas de voiture dans l'année qui suit, vous avez un budget de 500, 700 ou 1000 euros pour justement réinvestir dans soit un abonnement de transport public, de voitures d'autopartage ou autre mobilité douce. Et donc, ce sont des budgets, euh, bah voilà, 1000 euros, c'est quand même un budget assez important, ça peut être intéressant. Et donc, il favorise de cette manière des alternatives à la mobilité tout en prenant le prisme de l'environnement. Il y avait un régime de taxation avantageux en Flandre qui a été suspendu. Par contre, nuance par rapport au slide, c'est que le régime de taxation avantageux est aujourd'hui suspendu pour des raisons budgétaires. Par contre, je n'exclus pas qu'il existe et en Wallonie et à Bruxelles et en Flandre d'autres systèmes justement liés à la mobilité pour amortir certains coûts. Vous pouvez voir, notamment aussi sur le site du SPF Finance, que vous avez droit à une réduction d'impôts. D'ailleurs, c'est la saison des impôts pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Par exemple, pour l'installation d'une borne électrique, vous pouvez là demander certains avantages. Ça peut être intéressant. L'achat de véhicules électriques, 2 roues ou 3 roues électriques, ça peut être intéressant de voir quels seraient les avantages. Voilà, un véhicule égal, moteur différent, moteur thermique ou électrique, vous avez des réductions d'impôts. Avantages fiscaux, je viens d'en parler du SPF Finance qui liste certains avantages. J'ai repris la liste maintenant pour vous, pour justement réduire ces impôts, soit sur la tranche imposable, hein, donc la tranche imposable, c'est la partie de nos revenus sur laquelle on va payer des impôts. Et donc, on va essayer de réduire cette tranche au maximum pour payer moins d'impôts. Alors, c'est pas une économie, je le répète, au sens où c'est un revenu. Par contre, on va, entre guillemets, optimiser légalement, j'insiste, quand même l'argent dont on dispose et avoir droit à certains avantages si on fait les choses correctement. Demander ces droits implique deux choses. Un, c'est avoir l'information liée à ces droits. Il faut savoir qu'on y a droit et donc l'accès à l'information, malheureusement aujourd'hui, passe majoritairement par Internet. Je vous les reliste ici. Je vous ai mis aussi les liens utiles pour que vous puissiez aller plus loin dans vos recherches ou si vous souhaitez en parler à vos bénéficiaires, tout est listé là. Deuxième point, peut-être plus subtil dans les avantages fiscaux, c'est que malheureusement, les personnes qui en ont le plus besoin, ils font le moins appel ou en ont le moins les moyens pour justement y faire appel. Je pense à l'épargne pension ou les dons, les deux premiers points de la liste. Une personne en situation de vulnérabilité monétaire, à risque de pauvreté monétaire, qui n'a pas de revenus suffisants, n'a pas les moyens de faire de l'épargne pension, même si à long terme,
Ça lui fera du bien et c'est bénéfique. À court terme, ces personnes-là n'ont pas les moyens. Par contre, là, il y a tout un exercice à faire sur justement la gestion budgétaire, comment rentrer petit à petit dans une spirale pas négative, mais justement vertueuse, où la prise en main du numérique et la bonne gestion budgétaire permet petit à petit de faire de petites économies et de maximiser l'argent dont on dispose. Autre exemple qui, lui, ne demande pas d'être riche au départ, hein. Autre exemple qui a été fort médiatisé, ce sont les fameux bons d'État, où en fait ce sont principalement les personnes riches qui ont investi dans les bons d'État à durée déterminée, limitée, c'était 1 an. Ce sont principalement des personnes qui disposaient déjà beaucoup d'argent, qui ont pu pendant 1 an mettre de l'argent de côté, qui va leur apporter encore plus d'argent. Ça reste toute proportion gardée assez limitée. Mais les personnes qui en avaient le plus besoin, bah, on ne va pas faire de gros bénéfices sur quelques centaines d'euros mis de côté pendant 1 an. Voilà, donc pour illustrer que les personnes qui en ont le plus besoin n'en profitent euh, pas le plus. Par contre, le SPF Finance explique bien aussi que, par exemple, dans sa composition de ménage, il peut être intéressant d'avoir les enfants à charge sur la personne dans le couple, dans une situation familiale où il y a deux parents avec un ou plusieurs enfants à charge, que ce soit la personne avec le plus haut revenu, peu importe le montant, mais la personne avec le plus haut revenu qui ait les enfants à charge, puisque les allocations seront justement déterminantes par rapport à ce revenu. Et donc, dans la composition de ménage, il peut être intéressant de réfléchir, tiens, comment est-ce que j'optimise même ça? Il ne faut pas être riche pour optimiser nécessairement euh, son portefeuille ou les allocations auxquelles on a droit. C'est un exemple parmi d'autres. Je vous invite à consulter soit la page du SPF Finance, à consulter les webinaires qu'on avait organisés il y a 1 semaine environ, ou non, 2 semaines, ou les années précédentes sur les déclarations d'impôts. Vous voyez, c'est les trois points en bas à droite de l'écran, où justement le SPF Finance explique vraiment cadre par cadre comment les personnes vulnérables peuvent bénéficier de certains avantages qu'en fait tout citoyen, dont tout citoyen peut bénéficier. Voilà pour la partie avantages fiscaux. Je vous ai exposé les aides sociales, structurelles, qui courent dans le temps de manière indéterminée, à durée indéterminée. Je vous ai exposé quelques primes, quelques subsides auxquels on a droit. Continuez à vous renseigner. La plateforme belgium.be peut être un outil pour ça. Autre outil que je vais vous présenter, et alors, entre-temps, vous connaissez 8TechCare, vous me connaissez peut-être d'un webinaire précédent, je vais vous présenter la plateforme 1, 2, 3 Digit, mais pas que, où justement on vous aide dans votre accompagnement de ces publics qui sont vulnérables d'un point de vue numérique ou d'un point de vue budgétaire. Première chose à garder à l'esprit quand on accompagne un public, peu importe la situation, c'est de comprendre quelle est la vulnérabilité. Diagnostic, ça c'est la première étape. Quel est votre problème, monsieur, madame, et comment est-ce qu'on peut vous aider? Le diagnostic. Deuxième étape, c'est orienter vers le bon service, soit en interne, soit vous vous en occupez, soit quelqu'un d'autre s'en occupe. Ça, c'est clé. Il existe un tas d'aides, des ASBL, des institutions publiques, des entreprises qui proposent des aides, et donc de savoir quel est le fournisseur de services, euh, de préférence gratuit, sinon payant, qui pourra assurer justement de l'aide sur ce qu'on appelle les bons plans, hein. On est toujours dans un esprit d'économie, d'optimisation de portefeuille, pour le dire vulgairement.
Deuxième chose, troisième chose, entre-temps, c'est monter en confiance sur le numérique. Et de là aussi, une fois qu'on a maîtrisé le numérique, son administration, c'est le monde des achats, des paiements en ligne, de, et justement de pouvoir gérer soi-même son administration. D'un point de vue numérique, quand on parle d'accompagnement numérique, il y a trois étapes clés qui sont, d'un point de vue inclusion numérique, essentielles. L'un ne va pas sans l'autre et c'est vraiment, il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Enfin, maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais je vous encourage à ne pas prendre les choses par un mauvais bout. Commencez par les compétences numériques de base pour que les personnes montent en confiance sur le numérique, comprennent ce que permet de faire un smartphone, un ordinateur, comment ranger ses fichiers, comment se connecter à l'aide d'ITSME, ce à quoi sert une carte d'identité électronique, en plus d'être une petite carte en plastique qui est dans son portefeuille ou dans un tiroir. Il y a aussi une puce électronique qui ouvre la porte à plein de choses. Là, on est dans le deuxième volet, c'est l'administration en ligne. Comprendre vraiment comment le numérique peut nous aider dans notre gestion administrative, ranger ses documents proprement sur son ordinateur, éventuellement dans le cloud. L'intérêt d'avoir un backup sur une clé USB ou un disque dur. Vous voyez, là, on est à cheval entre les compétences numériques et l'administration. Une fois qu'on est suffisamment à l'aise avec ça, qu'on maîtrise la sécurité en ligne, on va pouvoir passer à la troisième étape qui est banque, achat, paiement en ligne. Et il n'y a que, à mon sens, quand on maîtrise les compétences numériques de base, l'administration en ligne, qu'on peut vraiment rentrer dans des sujets plus délicats des paiements et de la banque en ligne. Ne faites pas les choses à l'envers. Commencez par les paiements en ligne pour après devoir aborder la question de la sécurité. Euh, sinon, les personnes vont malheureusement se faire arnaquer. On, on le remarque souvent, les personnes se font, tout le monde se fait arnaquer, personne n'est privé de ça. Hier encore, j'ai reçu deux coups de fil fictifs de PayPal, comme quoi il y avait un virement fictif que je devais bloquer, je ne sais tout quoi. Voilà, donc tout le monde y est exposé. Par contre, les compétences pour reconnaître un piège et ne pas tomber dedans, ça se travaille en amont. Les outils sont disponibles gratuitement sur 1, 2, 3 digits. On travaille justement sur tous ces sujets, compétences numériques de base, sécurité en ligne, administration en ligne, paiement en ligne. Je vais vous montrer quelques modules existants sur la plateforme. Voilà, pour illustrer les compétences de base, ordinateur et mail. Dans la continuité, il y a aussi toute la question de l'accès à l'e-box, hein, qui est la boîte aux lettres euh, fédérale. L'accès à l'e-box, se passe via le portail CSAM ou Sésame, qui est un service de clés numériques pour accéder aux services euh, de l'administration belge. Pour se connecter via ITSME, on a aussi plusieurs modules pour justement apprendre à utiliser ITSME. Il faut disposer d'un smartphone pour ça. Il existe autre chose, et ça c'est un site qui n'est justement pas lié à 1, 2, 3 digits, par contre qui, pour vous, mérite d'être connu. C'est Mes aides financières. Je le trouve assez chouette parce qu'il permet justement de lister, et vous voyez là une petite capture d'écran à droite, euh, lister en fonction d'un profil type, et on remplit chacun ses données. On remplit ces données et ensuite, à la fin, on a les aides auxquelles on a fictivement droit. Attention que 1 600 €, ça paraît beaucoup. Ça reprend aussi si toutes les aides, si on est en situation de handicap, et ça couvre vraiment toutes les aides auxquelles on aurait droit. Sachez que vous ne pourrez pas faire
Enfin, sauf si vous rentrez vraiment dans toutes les cases, vous n'aurez pas droit à toutes ces aides. Cependant, c'est intéressant de faire cet exercice de simulation. C'est gratuit, c'est assez facile de prise en main. Quel âge avez-vous? Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Si vous êtes une femme, est-ce que vous êtes enceinte? Euh, Peu importe votre genre, est-ce que vous avez des enfants à charge? Combien? Quel âge ont-ils? Vont-ils à l'école? Etc. Vous voyez ici à gauche le profil, la composition de famille, quels sont les revenus, quel type de logement avez-vous, euh, dans quelle région ou dans quelle province, est-ce que vous habitez, quel est votre niveau d'études, vos coordonnées, ça c'est peut-être le petit point bémol, c'est qu'il faut donner une adresse mail et un numéro de téléphone pour accéder aux résultats. Et là, vous voyez mobilité, chômage, handicap, famille, logement, toutes les aides auxquelles vous avez droit et ça vous les liste par niveau de pouvoir. Une fois, c'est l'État fédéral, ce sont toutes les aides sociales dont je vous ai parlé. Une fois, ce sont des primes, des subsides qui sont, elles, limitées dans le temps. Parfois, c'est la commune ou une commune voisine ou un opérateur de services essentiels. Par exemple, pour les transports en commun, si vous avez moins de 25 ans, sachez que vous pouvez, et que vous êtes étudiant, vous pouvez acheter un abonnement de transport en commun pour 12 euros par an en région bruxelloise. Voilà, à titre d'exemple, c'est intéressant à savoir. C'est toujours plus intéressant qu'un abonnement à 500 euros. Mes aides financières, le lien est derrière le gros bouton là. Attention, et ça, c'est un message général pour toutes les aides. C'est un exercice de simulation. Ceci, euh, euh, ceci n'est qu'une simulation pour un accompagnement vraiment professionnel, sérieux. Je conseille à tout le monde de s'adresser à des professionnels justement de l'accompagnement budgétaire plutôt que de se fier uniquement à ce simulateur. Il est d'ailleurs, et je vois les commentaires, merci à toutes et à tous pour le feedback, il est top, c'est vrai. Il ouvre la porte, il donne des idées, et c'est ça aussi l'objectif de ce webinaire, c'est d'ouvrir l'éventail des possibilités, de se dire, je peux aller demander de l'aide à tel ou tel niveau. Euh, voilà. Autre, autre, autre outil qu'on met à disposition, là, on rentre plutôt dans la gestion budgétaire, comment faire des achats en ligne. Rappelez-vous les trois points principaux. Monter en compétence sur le numérique de base, de l'administration, 3, banque et achats en ligne. Ici, je vous présente quelques outils banque et achats en ligne qui sont disponibles sur un, 2, 3 digits. Une plateforme fictive d'achat en ligne, brol.com, où on va jusqu'au bout, on doit faire une simulation de paiement avec une carte fictive ou non d'un petit bonhomme, un petit cartoon qui s'appelle Diego de la Vega. Et on a simulé vraiment le paiement avec le petit lecteur de carte bancaire, le code à rentrer, etc., dans un bac à sable. Et donc, on ne va pas demander à chacun ou chacune de se connecter sur son compte bancaire ou de devoir faire un paiement avec son propre smartphone pour après demander des remboursements, etc. Voilà, donc des petits exercices en bac à sable. Un nouveau module qui s'appelle Comment augmenter son pouvoir d'achat avec le numérique, qui est interactif, qui est assez chouette. Les supports annexes, trame d'animation, fiches résumées à distribuer à vos bénéficiaires. Une carte interactive qui liste tous les bons plans, tous les sites où justement vous pouvez faire des économies, trouver des objets seconde main, revendre certains objets seconde main. Vraiment, tout ce qui rentre dans la catégorie bon plan s'y retrouve. On écrit régulièrement et on aura de plus en plus des webinaires, des articles, excusez-moi, sur les bons plans pour justement décrypter tout ce qui est tout ce qui peut aider les personnes vulnérables pour optimiser leur argent. Hein. Je dis optimiser l'argent de manière assez vaste et simplifiée. Quelques articles que je vous liste ici dans la présentation que vous retrouverez aussi sous l'onglet Médias de la plateforme 1, 2, 3 digits. Et alors,
On a toute une série de webinaires. Celui d'aujourd'hui s'intègre dans un plus vaste catalogue de webinaires liés au bon plan. On a eu un premier webinaire sur le pouvoir d'achat, comprendre le pouvoir d'achat, justement quels sont ces bons plans liés au numérique. On a évoqué tous les outils que je viens de présenter. Aujourd'hui, on a parlé des aides publiques. Sachez qu'il existe des sites qui recensent toutes ces aides publiques, que beaucoup de choses sont faites. Dans quelques semaines, on parlera de sécurité en ligne, comment vendre et acheter en toute sécurité en ligne, quels sont les points d'attention. On dispose de beaucoup de choses à la maison dont on a peut-être plus d'utilité. Ça peut être intéressant de les revendre. Par contre, attention au piège. Comment gérer son budget? Quelles sont les applications qui peuvent nous aider là-dedans? Et puis, in fine, fin août, comprendre le tarif social, puisque les personnes qui sont justement bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, on retourne au début de la présentation, le RIS, distribué par le CPS, ont droit au tarif social, pas que. Donc, quels sont les critères pour le demander? Quelles sont les subtilités par rapport au tarif social? Quels sont les secteurs qui couvrent le tarif social? Euh, voilà pour la suite des webinaires. Je vous encourage à vous y inscrire. C'est sur notre plateforme Eventbrite. Tout est déjà en ligne. J'arrive au bout de la présentation. Si vous avez des questions, des retours, je suis preneur de les entendre. Je vais regarder dans le chat s'il y en a. En tout cas, comme je vois qu'il est juste midi une, qu'on a juste bien complété l'heure pour les personnes qui doivent y aller, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je prends maintenant très volontiers quelques minutes pour échanger avec vous si vous avez d'autres questions, si vous avez des remarques. Voilà, si vous souhaitez partager une certaine expérience que vous avez eue avec un ou une bénéficiaire, je, je serais très preneur d'avoir vos retours, vos expériences par rapport au terrain. Voilà. Je laisse un blanc si quelqu'un souhaite prendre la parole. En attendant, je lis le chat euh, à rebours. Voilà, et Kevin qui nous précise que les fiches récapitulatives sont intéressantes à imprimer. Vous pouvez évidemment imprimer toutes les fiches PDF sur la plateforme 1, 2, 3 Digit à distribuer, en faire des petits livrets. Il y a d'autres fiches qui sont, je pense, plus publiées aujourd'hui. Peut-être que vous y avez quand même accès via votre PN, des fiches résumées qui étaient publiées par Interface 3 Namur, qui synthétisait bien justement toutes les compétences numériques de base. C'était vraiment un très beau travail qui a été fait. Euh, donc si vous y avez accès, je vous encourage à l'utiliser. Ok, eh bien, je vois pas de questions, si ce n'est des retours élogieux et beaucoup de remerciements. C'est moi qui vous remercie. Ah oui, voilà. Félicia, la box numérique, effectivement, d'Interface 3 Namur, qui est très complète, très très bien faite. Euh, voilà, c'est moi qui vous remercie pour votre attention, pour votre participation à ce webinaire. J'espère vous voir. Je remets le slide. Hop, ici, le 27 juin, donc c'est assez bientôt pour le prochain webinaire sur vente, achat et sécurité en ligne. La sécurité en ligne concerne tout le monde. On va aborder d'une part la sécurité en ligne et puis la partie plus commerciale. À quoi faire attention quand j'achète ou quand je vends quelque chose en ligne. Voilà, sans trop vous en dire. Le reste, on vous le racontera le 27 juin. J'espère vous y voir. S'il n'y a pas de questions, je propose de libérer tout le monde. Peut-être qu'il y a déjà des estomacs qui grognent, peut-être que vous avez d'autres choses à faire. Les slides pour répondre à une question du chat vous seront envoyés par mail dans les prochains jours. Et donc,
si vous êtes inscrit à la plateforme Eventbrite, n'ayez crainte, on vous enverra le tout, le replay, les slides, quelques liens utiles pour que vous puissiez continuer dans votre accompagnement numérique et budgétaire. Je vous souhaite tous mes encouragements et que tout se passe au mieux pour justement l'accompagnement budgétaire et numérique. C'est parfois difficile à combiner, mais j'ai évidemment pleinement confiance en vous pour que vous fassiez ça bien. Et de notre côté, on essaye de mettre tous les outils à disposition pour vous faciliter la tâche. Merci à toutes et à tous. Et voilà, comme le dit le slide, à bientôt.